Certains disent que nous ne sommes pas une chaîne guinéenne. D'autres affirment même que nous ne sommes pas journalistes. Mais vous, savez-vous vraiment qui nous sommes? Les valeurs que nous défendons, la liberté. La liberté d'expression. Et d'opinion. Nous défendons l'égalité. L'égalité des chances pour tous. Pour tous. Nous sommes une équipe. Nous sommes cette diversité qui fait la Guinée. Et nous en sommes fiers. Et si vous veniez voir par vous-même? Nous sommes la Guinée. Nous sommes Adafo Média. Merci de nous rejoindre dans la deuxième partie de cette émission. Je le disais depuis l'entame de cette émission, la Guinée vers la présidentielle de 2020, un rendez-vous électoral majeur de tous les enjeux et qui sonne d'ailleurs comme la dernière carte des derniers mohicans de l'actuelle génération politique guinéenne, en dépit d'un contexte de crise sanitaire due à la pandémie du Covid-19 aux conséquences économiques dévastatrices de par le monde. Tout porte à croire que cette joute électorale interviendra bel et bien d'ici à la fin d'année. Dans les états-majors politiques, on scrute cette échéance avec plus ou moins de sérénité sur fond de hantise d'une possible candidature de l'actuel chef de l'État, le sortant Alpha Condé, à qui, il faut le rappeler, la nouvelle constitution récemment accouchée au forceps donne le droit de se représenter. Beaucoup de questions ce matin à notre invité que vous découvrez à l'antenne. Il n'est pas à sa première, M. Mori Kaba, consultant sur les questions de paix et de conflits, chef d'entreprise, homme politique. Quel rôle et quelle place pour la jeunesse guinéenne à ce rendez-vous électoral? Comment garantir la paix dans le pays au terme de cette élection? Quel plan de relance économique post-Covid-19 pour la Guinée et pour l'Afrique? Toutes ces questions posées donc à Mori Kaba qui va donc répondre à nos questions dans un instant. Avant de lui donner la parole, quelques réactions avec nos auditeurs. La Junior Condé qui intervient ce matin. Bonjour. Abakar, n'acceptez pas la confusion sur ce sujet. C'est un acte de décrispation, ce décret présidentiel. Même en mars dernier, l'UFDG posait entre autres conditions l'installation des chefs de quartier. C'est elle que vous aurez dû appeler. Du reste, bon vendredi. Si elle n'a pas souhaité communiquer, on ne peut pas faire autrement. Korolai. On y va avec Suleiman Konaté de l'UFDG depuis Dubreka. Ces politiciens qui se donnent une morale de démocratie mais qui sapent le droit à l'information ainsi que la liberté d'expression pathétique. Où est l'état de droit, dit-on? Où est l'état de droit? Doit-on faire l'éloge par-ci, je comprends pas. Ce pouvoir cherche à museler la presse privée. Ensuite, ils trouveront des motifs de secret défense pour couper Internet dans le seul but de faire taire les esprits critiques. Le décret d'hier et la main tendue du président sont une diversion. Alpha Condé ne croit pas aux vertus du dialogue. Il cherche à gagner du temps, estime Suleiman Condé. Suleiman qui en cache un autre. Cette fois-ci, c'est avec Tanga Suleiman. Bonjour les GG, bonjour Abakar. Mais pourquoi vous ne parlez que sur le projet de loi sur la HAC, tandis que les projets de loi sur le code électoral, sur la Cour constitutionnelle, le Conseil économique et social sont là? Vous ne dites rien. C'est donc Suleiman Tanga qui nous envoie ce message. Youssef, du côté du PDN, le pouvoir répressif de Conakry continue de dérouler son plan de musellement de tous les contre-pouvoirs. Il devient frileux. C'est le signe de sa fin inévitable qui s'annonce. La dictature, ce n'est pas que la longévité au pouvoir, c'est aussi les restrictions graves des libertés qui brisent tout espoir comme celle que nous vivons. Youssef qui nous envoie ce message. On va y aller avec la régie sur hashtag Espace GG. On y va avec cette première réaction qui tombe. Cette première réaction de Delphin, le politologue, qui nous dit ceci. Bonjour les GG. Le peuple est étouffé et fatigué du gouvernement présent car durant 10 ans, pas de changement ni rien. Donc ils n'ont qu'à se préparer pour quitter pour que les élections présidentielles puissent se dérouler dans le calme et dans la transparence. Toujours sur hashtag Espace GG, on y va avec Ibrahima Diogo Diallo. Bonjour les GG, bonjour à toute l'équipe. Il faut annuler complètement cette assemblée et venir à la table de négociation afin de sortir dans cette calomnie politique, mais aussi permettre
à notre pays d'organiser des élections présidentielles en 2020. C'est Ibrahima Diogo Diallo qui nous envoie ce message. Cette autre réaction, le Kourouka. Bonjour les GG, c'est vraiment un mépris des textes malgré les nombreux sacrifices humains et matériels. Le PRAC décide enfin de respecter le respectable. À quoi bon de gaspiller nos ressources pour organiser les élections funestes et mortelles? Honte aux politiques guinéens, c'est le Kourouka qui nous envoie ce message. Cette autre réaction de Loi Emmanuel. Quiconque recherche la vérité sera toujours odieux à nos autorités. Sinon, comment justifier que dans un État qui dit ne rien se reprocher, qu'un simple communiqué puisse les effrayer autant? C'est tout simplement une stratégie machiavélique de prise en otage de la presse. C'est signé Loi Emmanuel. On y va toujours sur hashtag espace GG avec cet autre Maurice Kourouma. Bonjour les GG, dans ce pays, le ridicule ne tue pas. Comment est-ce possible qu'une simple bande d'annonces puisse déstabiliser un régime? C'est une forme de menace et de restriction de la liberté de presse et individuelle. C'est signé Maurice Kourouma, donc qui nous envoie ce message. Cet autre, Mohamed Guinéen Condé. Bonjour les GG. Tailler les institutions de la République à leur mesure pour les faire plier à leur desiderata dénote une reculade pour notre jeune démocratie. Ni la Cour constitutionnelle ni la HAC ne peuvent tenir tête maintenant à l'exécutif pour le respect de nos lois. Trois dernières réactions avant donc de donner la parole à notre invité qui nous a rejoint dans ce studio. Salut Aboubacar et à toute l'équipe des GG. Dites tout simplement au gouvernement et à la HAC que Adafo Média Privé et non public. Nous, on a entendu des spots publicitaires pour la réélection du professeur Alpha Condé et cela n'a pas fait de bruit. C'est Ousmane Chaousso qui nous envoie ce message. Cet autre, et c'est l'avant-dernier, Tidiane Botegueba donc qui nous suit à la télé depuis Douala au Cameroun. Le gouvernement Condé veut encore se ridiculiser davantage car interdire des spots du FNDC dans les médias est une manière de donner plus de force et de popularité à l'intérieur comme à l'extérieur. C'est Tidiane Botegueba de l'UFDG depuis Douala. Et cette dernière réaction de Youssouf Minté. Bonjour, la HAC doit être une institution indépendante, mais en Guinée, elle est gérée par l'exécutif. Le pouvoir veut contrôler tout sur son passage. Il a déjà la justice dans la poche, l'Assemblée dans son cœur et la HAC aussi sur ses pieds. Dommage pour le peuple de Guinée. Youssouf Minté, donc il nous envoie ce message. Un dernier, je crois qu'on l'a déjà lu sur l'autre plateforme. Notre invité est en notre compagnie, Monsieur Morikaba, qui n'est pas à sa première. Il est à notre compagnie. Bonjour Morikaba. Bonjour. Bienvenue dans cette émission. Morikaba, consultant sur les questions de paix et de conflit, chef d'entreprise, homme politique. Première question à vous, Basekou. Oui, Monsieur Kaba, merci d'avoir accepté notre invitation. On va commencer par ce bras de fer donc judiciaire qui vous oppose donc à certains membres du parti IDIR. On sait que vous, des responsables du parti vous ont assigné en justice. Et où en est-on aujourd'hui dans ce bras judiciaire? Merci, je dis encore une fois de plus bonjour à vous et bonjour à vos millions d'auditeurs à travers le monde. Je m'incline d'abord pieusement devant la mémoire de toutes les personnes décédées suite à cette pandémie du Covid-19. Mais pour aller un peu plus rapidement, je voudrais présenter mes excuses très sincèrement à toutes les personnes que j'ai dû décevoir à travers ma dernière communication sur vos antennes quand j'étais dans une colère inouïe suite un peu à cette plainte qui dépassait mon entendement. Donc je m'accroupis à leurs pieds en guise de supplication parce que les personnes qui vous admirent, les personnes qui vous aiment, quand vous les décevez, ayez le courage parfois de leur dire pardon. Vous savez, toutes les personnes que j'ai dû décevoir n'ont pas pris le temps de venir me dire, écoutez, Mori, vraiment tu nous as déçus. Mais il y a quelques-uns qui ont pris le courage. C'est par exemple le cas d'un certain Mohamed Lamine Yattara, qui allait sur Internet, qui m'a dit toute sa déception. Bien. Donc je le remercie du fond du cœur. Maintenant, en revanche, parlant de la question UDIR, CSK UDIR. CSK est une entreprise, c'est-à-dire une personne morale. UDIR aussi est une personne morale. D'accord? Donc je pense que quand il y a eu un contrat entre les deux, un contrat de nature synalagmatique, là où toutes les parties sont dans l'obligation de respecter leur part de contrat, je pense que dans ce cadre, s'il doit y avoir assignation, plainte, c'est les deux qui doivent se convoquer. Je vous donne un exemple.
par exemple, la SAC et la SMD. Quand il y a un conflit d'intérêts, la SAC doit convoquer la SMD et non le directeur, par exemple, de la SMD. Par exemple, c'est la personne morale qui incarne ces choses. Bien. Maintenant, on ne va pas refaire l'histoire de cette bataille judiciaire. Voilà, où en êtes-vous aujourd'hui concrètement, voilà, en 2 mots très et parce que c'est qui intéresse aussi les auditeurs, les téléspectateurs. Est-ce que vous êtes toujours de l'IDUIR, Mori Kaba? Cela va faire l'objet d'une déclaration officielle. Je pense que très prochainement, je vais me prononcer. Vous êtes en rupture de banc quand même. Avec beaucoup en rupture de banc avec les responsables du parti. C'est ce que j'ai dit également. Non. Est-ce que vous convenez que vous êtes depuis que voilà, vous êtes en rupture de banc complètement en retrait, mais vous savez, cela doit faire l'objet d'une déclaration officielle parce que n'oubliez pas que j'ai incarné quelque chose à UDIR. J'ai été le premier responsable du parti suite à une élection, là où j'ai remporté avec 22 voix contre 12 voix et le troisième a eu 2 voix. Donc j'étais le chargé de conduire les élections, ce qui représentait de facto la première responsabilité du parti jusqu'après les élections législatives et aussi l'organisation du congrès qui allait élire à nouveau un nouveau président. Alors vous ne vous sentez plus dans l'esprit de l'IDUIR? C'est ce que je vous dis, cela va faire l'objet d'une déclaration officielle. Ouais, la bataille judiciaire, moi j'insiste, est-elle terminée ou pas? Non, la bataille judiciaire, vous savez, nous avons été plusieurs fois à la justice, mais le défaut de qualité a été signalé pour l'instant. Donc, avec l'arrivée du Covid-19, il y a beaucoup de choses qui ont été arrêtées en dépit. Donc, on a jugé maintenant utile et nécessaire de suspendre d'abord la procédure jusqu'à ce que maintenant il y ait réouverture. Maintenant, la justice va continuer et va se prononcer là-dessus. Bien. Je pense que c'est ce qui est plus fondamental. Allez-y, Antoine. Parlons justement de justice. Moi, j'ai un constat à établir. Et je constate que M. Kaba traîne à cette casserole en justice, à part le fait qu'il a été assigné par l'UDIR pour une histoire de rédaction de programme de société. Il y a cette autre histoire d'abus de confiance avec le jeune Mohamed Amin Mansari qui a été évoqué récemment. On vous a pas entendu là-dessus. On vous accuse d'avoir estorqué de l'argent au jeune Mansari pour une affaire de bourse d'études à hauteur de plus de 43 000 euros. Dites-nous à ce jour quelle est votre part de vérité dans cette affaire. Parce que ce jeune également a porté plainte contre vous pour abus de confiance. Voilà, ce que vous ne savez pas, il y a une manipulation extraordinaire de la part des membres du UDIR. D'abord, je dois vous dire que M. Massaré, c'est quelqu'un que je connais depuis plus de 15 ans. Le feu Massaré, le syndicaliste, c'est un père à moi, c'est un grand frère. C'est quelqu'un qui m'a chéri, qui m'a aidé, qui m'a soutenu, qui m'a encadré. Donc, jusque là où nous sommes, aucun de ces enfants ne me tutoie. Tout le monde me vous voit. C'est ma famille, je dois à cette famille. Bien. Donc, ce qui se passe entre cette famille et moi, c'est un problème familial. Mais les gars de UDIR sont allés jusqu'à... Ce fait, il existe ou pas? Non. Avant de parler du Oui, mais Antoine, il faut le laisser répondre. Existe-t-il ou pas? Laissez-moi répondre. C'est ce que je vous dis. C'est un problème familial. Mais la nature qu'on veut donner... Qui a été portée en justice. Non, c'est ce que je dis, pas en justice, c'est ce que je dis. On a causé avec les avocats également. C'est ce que je dis. Écoutez-moi, si vous m'écoutez, vous allez comprendre. C'est les membres de UDIR. Parce que si tout simplement c'était une guerre de projet de société, ça se limitait qu'à ça, ou bien un problème interne, ils pouvaient se limiter à ça. Pourquoi aller voir cette famille pour leur dire, nous mettons des avocats à leur disposition, nous mettons des journalistes à votre disposition. Il y a des journalistes même qui ont fait des articles en disant que je serais arrêté dans 24 heures et tout. Il y avait toute une machination, tout un programme qui avait été mis en place pour décrédibiliser. Donc l'objectif, le dessin, l'agenda des responsables de l'UDIR, c'est de vous détruire votre image. Moi, je veux juste entendre monsieur Kaba sur la question. Y a-t-il eu affaire entre vous et la famille Mansari ou pas? Bien, vous répondez. Comme on appelle Antoine, oui. Je vais vous dire quelque chose. J'ai dit ici, je répète encore, que la question qui me lie à la famille Massaré, c'est un problème familial. Mais nous avons échangé avec... Mais Antoine, quand même, c'est sa réponse. C'est important. Mais c'est sa réponse, Antoine. On a échangé avec le journaliste. Mais attendez, je comprends ce que vous dites. Je ne vous l'apprends pas, le journaliste fait parler, il ne parle pas. Je comprends, mais attendez, je pose des questions. Oui, mais posez-moi des questions. Mais vous me coupez la parole, vous ne me laissez pas aller au bout de mes idées. C'est des précisions que j'ai envie de précision, M. Kaba. Écoutez la question tout de même. On a échangé avec le jeune Kaba, qui étudie le jeune Mansari qui étudie en Chine, qui est de retour en Guinée. On a aussi échangé avec les avocats du jeune qui ont porté plainte contre vous. Non, pas les avocats du jeune. Aucun avocat du jeune. Non, je te dis très bien. Mais Maître Béavogi est l'avocat du jeune. Je vous dis, voilà, Maître Béavogi est le même maître aussi de... C'est ce que je veux comprendre. Des membres du UDIR. Écoutez, c'est les membres de UDIR. Je vous dis, c'est les membres de UDIR
qui sont allés voir la famille Massaré pour leur dire nous mettons un avocat à votre disposition, nous payons les frais. Écoutez très bien. Ce fait existe Maintenant, pas, écoutez M. très bien, je vous dis très bien qu'il y a quelque chose entre ce qu'il y a entre M. Massaré mais et moi. il dit que c'est familial. C'est familial. C'est un homme politique, c'est un homme public. J'ai les SMS, monsieur Antoine, écoutez-moi, j'ai les SMS d'échange entre M. Bouya Konaté, Madame Bronquet Kourouma et puis Mohamed Lamine. Là où ils incitent le jeune à porter plainte contre moi, que j'ai dit que tout l'argent volé de son père, que son père me les donnait. Or que c'est faux. Le petit est plus intelligent qu'eux. C'est ce qu'il a montré. Parce que le petit, ce que vous ne comprenez pas, lui, non seulement il a bien étudié, mais au-delà de ses études, il a compris, il leur a dit, mais écoutez, moi, mon père n'a jamais travaillé dans la fonction publique pour voler l'État. Donc ce que vous dites ne colle pas. Si vous voulez passer par moi pour détruire... Bien. On va essayer de progresser. On va essayer de progresser dans cette émission. Je vais vous dire quelque chose à la fin. Oui. Monsieur Antoine, vous savez, la passion et la raison sont à la portée de toutes les âmes. La passion, le plus souvent, fait perdre la raison. Elle nous fait confondre la subjectivité à la vérité. C'est-à-dire, elle renforce en nous le sentiment d'aller au-delà de la vérité. Mais il faut comprendre aussi que la raison est une vertu caractérisée par l'éthique et la morale. Bien. C'est-à-dire que... Ce que je veux dire, moi, Monsieur Mori Kaba. Écoutez, moi, Mori Kaba, je suis un adepte de la raison. Parce que on va essayer Monsieur Kaba, on va essayer de progresser. On va essayer de progresser dans cette interview. Nous poursuivons cette interview avec en compagnie donc de notre invité, Monsieur Mori Kaba, donc qui est homme politique, qui est en notre compagnie. Allez-y, Mohamed Mara. Alors, nous revenons au sujet qui nous préoccupe aujourd'hui, les sujets d'ordre national. Le débat actuellement dans la cité porte sur cette falsification du texte de la nouvelle constitutionnelle issue du référendum du 22 mars 2020. Quelle est votre lecture de cette situation? Un candidat s'est présenté, j'aime bien cet exemple, au baccalauréat. Un autre a fait passer l'examen donc au baccalauréat en son nom. Et puis un troisième a été déclaré admis alors qu'il n'était ni inscrit et il ne s'est pas présenté non plus si vous voulez, dans la salle d'examen. Telle est la situation de ce texte à vocation constitutionnelle que nous avons. Quelle est votre lecture? Il ne faut pas quand même oublier de rappeler l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Oui, il essaie. D'abord, quelle est son opinion sur cette histoire, lui, de falsification de la Constitution? Parce que je ne vais quand même pas l'amener à s'exprimer sur un arrêt de la Cour constitutionnelle. Allez-y, monsieur Kaba. Voilà. Aujourd'hui, j'ai eu à faire mon constat. Mais vous savez, lorsque j'ai été le coordinateur chargé de conduire les élections du parti UDI, chemin faisant, j'ai présenté ma démission. Parce que j'ai dit que je ne veux pas essayer d'aller à une élection couplée. Parce que tout simplement, je jugeais nécessaire que tous les mécanismes qu'il fallait mettre en place pour donner une élection crédible n'étaient pas mis en place. Pourquoi ? Parce que je disais toujours que dans une élection, moi j'aime la compétitivité. J'aime que tous les électeurs puissent se prononcer en faveur de leur candidat. C'est pourquoi je disais que tous les partis politiques devaient être représentés s'il y avait un débat de fond. Parce que la vérité n'est pas la possession de quelqu'un. Elle n'est pas la possession d'un groupe de personnes. Mais c'est à travers un débat contradictoire, effectif, mais participatif aussi et sincère qui pouvait nous amener vers la vérité. Donc, on pouvait ressortir un texte là où tout le monde allait être d'accord, c'est-à-dire un texte consensuel. Cela allait maintenant permettre au peuple de connaître le contenu. Donc, on allait aller aux élections sur cette base. Mais rien n'a été fait de tout cela. On disait que oui, aller comme ça. Moi, je ne pouvais pas cautionner cela. C'est pourquoi, maintenant, lorsqu'il y a eu le référendum du 22 juin... Du 22 mars. Du 22 mars, j'allais dire. Très malheureusement, avec la grande surprise, on a appris qu'il y a des textes qui ont été altérés. C'est incroyable, c'est du jamais vu. Depuis ma naissance, je n'ai jamais appris ce qui s'est passé en République de Guinée. Ouais. Donc, je pense que dans le contexte actuel... la Cour constitutionnelle n'est pas d'accord. C'est vrai. La Cour constitutionnelle, si elle n'est pas d'accord, tant mieux. Mais je pense que le plus important aujourd'hui, il faut que les acteurs puissent s'engager davantage dans le processus de changement de notre pays.
dans le processus de démocratisation de notre pays, parce que le pays en a besoin. Mais il ne faudrait pas qu'il y ait beaucoup de recul. C'est pourquoi d'ailleurs cette opportunité va être une très grande opportunité pour que moi je puisse me prononcer sur beaucoup de questions relatives à la nation. L'une des conséquences de cette falsification, entre guillemets, si M. la Cour constitutionnelle dit ne pas l'avoir constaté, c'est par exemple la disparition de cette disposition qui ouvrait la voie aux candidatures indépendantes. C'est supprimé. Est-ce que quelle réaction ça a suscité chez vous? Oui, moi je pense que déjà, actuellement, on a réduit les libertés d'organisation, c'est-à-dire les gens n'ont pas la possibilité aujourd'hui de créer des formations politiques. Donc, avec l'annonce de la candidature indépendante, il y a beaucoup de personnes qui se disaient que c'était l'opportunité pour essayer d'aller, par exemple, aux élections présidentielles. Maintenant, ce qu'on a appris, il y a eu des personnes qui ont été mises à contribution pour essayer de connaître l'opinion des gens. Il a été remonté que si on ne fait pas attention, il y a eu aujourd'hui des jeunes qui peuvent créer de grandes surprises en République de Guinée avec des candidatures indépendantes. C'est pourquoi maintenant le pouvoir central a jugé utile de lever, de retirer cette disposition. Et pourtant, ce n'est pas normal. Ça nous a déboussolé. Parce qu'il y a plein de personnes aujourd'hui qui veulent contribuer au débat démocratique en République de Guinée, mais très malheureusement, est-il qu'ils n'ont pas aujourd'hui la possibilité de se constituer en parti politique, mais aussi ils n'ont plus la chance d'aller en tant que candidat indépendant. Voici tout le malheur. Il y a désormais la question des parrainages, à ne pas oublier. La question de parrainage, bien sûr. Je pense que nous pourrons trouver toutes les alternatives possibles pour arriver ça. Vous inquiète? Ça doit inquiéter des jeunes qui voudraient tenter leur chance à la prochaine élection présidentielle? On verra bien. Est-ce que pour vous, cela apparaît, tout ce carambouillage-là apparaît comme une sorte de tentative, ou en tout cas une tentative de fermer, de visser un peu plus l'espace politique pour exclure tous ceux-là qui pourraient grappiller des voix sur les suffrages, notamment des partis traditionnels forts que nous connaissons? Exactement, parce que c'est ça fort malheureusement aujourd'hui chez nous. C'est-à-dire on a un pouvoir et très malheureusement depuis un certain moment, c'est comme ça nos forces publiques ont toujours réagi. C'est-à-dire le pouvoir ne consiste pas à museler ou à faire taire, à apeurer les populations ou en renforçant même les inégalités sociales si vous voulez. Mais le pouvoir consiste plutôt à rassurer les populations en leur donnant le sentiment d'être sous sa protection et sa direction. Mais cela ne peut être aussi fondamental et réel qu'en établissant une justice, c'est-à-dire qui permet à tout le monde d'être inclus dans un processus qui permette aussi à tous les citoyens de se prononcer sur le sort de leur choix. Et est-ce que vous avez le sentiment donc que les prochaines élections, notamment l'élection présidentielle qui se profile à l'horizon, seraient déjà biaisées? Que les dés sont déjà pipés. Les dés sont déjà jetés, pipés, mais surtout qu'il n'y aura pas de garantie de transparence. Est-ce que vous en avez le sentiment? Vous savez, quand les gens ont l'impression souvent que oui, cette élection va être déjà biaisée, ou bien il y a une question de troisième mandat, il faut essayer de se replier. Moi, je pense qu'il faut faire très attention. Vous savez, en sciences politiques, on dit qu'il y a plus d'art que de science. Je vous donne un exemple. Au Sénégal, ici, lorsque Abdoulaye Wade a parlé de troisième mandat, il y a beaucoup de personnes qui se sont repliées parce qu'ils ont dit que le dé était déjà joué, donc ce n'était pas la peine d'aller. Idrissa Seck, qui était le candidat le plus proche de remporter les élections présidentielles, il s'est replié, il a continué à jeter, à contester. Macky Sall a cru à son destin, il a cru en lui, il a cru à ce qu'il était en train de promouvoir. Il allait parler aux Sénégalais, au fin fond. Mais les Sénégalais l'ont écouté, il est parti à ces élections et il a gagné. Donc je pense que... Oui, mais faut-il que les conditions de transparence soient réunies? C'est là la question de Mohamed. Je suis tout à fait d'accord avec Mohamed Mara. Obligatoirement, mais il ne faut pas se replier. Nous allons essayer de faut-il faire? Qu'est-ce que vous devez faire, vous jeunes? Oui, nous jeunes, qui êtes dans l'arène politique, Mori Kaba. Nous avons mis en place une alliance nationale des patriotes. Cette alliance va regrouper beaucoup c'est une annonce. C'est une annonce que je suis Alliance nationale des patriotes. Alliance nationale des patriotes. C'est une alliance des formations politiques qui va réunir des Guinéennes et des Guinéens à travers le monde et ici également, pour que nous essayions d'échanger la dynamique, pour essayer de donner une nouvelle dynamique, une nouvelle image à notre nation. C'est-à-dire donner aux Guinéens, c'est-à-dire le sentiment de vivre aujourd'hui avec les ressources que nous avons et avoir une économie prospère. Une alliance qui va être donc en lice à la présidentielle dans la course. Bien une alliance qui va être en lice parce que à travers cette alliance, nous allons essayer de présenter les candidats
parmi les candidats, là, il va y avoir des personnes qui vont aller en débat. Donc, les femmes, les hommes, les jeunes, les personnes âgées, parce que pour nous, ce n'est pas une question de génération en Guinée. Le problème fondamental, c'est une question de personnes sérieuses. Donc, on va engager les débats. Le meilleur d'entre nous, ou bien la meilleure d'entre nous, on va présenter cette personne-là qui va être le prochain candidat ou bien la prochaine candidate. Alors, c'est que brûle la langue, ce sera avec ou sans Alpha Condé. Oui. Ce sera avec ou sans Alpha Condé. Si ça sera avec ou sans Alpha Condé, Oui. je pense que je ne suis pas d'abord mieux habilité pour répondre à cette question. Mais le moment venu, quand nous allons nous concerter, on va essayer de prendre une décision et c'est cette Bien. décision-là qui va prévaloir. Allez-y, Basseko. Ouais, on va revenir sur l'Assemblée nationale donc, qui est mise en place et donc qui est dirigée par... Qui est issu également du scrutin du 22 qui est mars. issu du scrutin. Alors, est-ce que vous reconnaissez cette Assemblée nationale ou pas? Et quel est votre avis aujourd'hui, votre lecture sur son fonctionnement et déjà sur les travaux qui sont en cours concernant beaucoup de projets de loi qui sont aujourd'hui en examen au niveau des différentes commissions? Mais moi, je n'ai pas essayé de prendre le temps d'aller au fond de toutes ces propositions de loi, mais je pense que fondamentalement, c'est un processus déjà électoral qui a été biaisé, mais il ne revient pas à moi, Mori Kaba, de reconnaître une Assemblée nationale ou pas. Je pense que c'est là du ressort du peuple qui s'est aussi prononcé là-dessus. Donc, je pense que je suis très minime pour me prononcer sur cette question. Parce Mais est-ce que vous voilà, reconnaissez cette assemblée? Si je reconnais, mais c'est ce que je dis, ça ne relève pas de moi. Les grandes gueules. Alors, je voulais insister sur cette question. Il y a des lois aujourd'hui qui sont en examen, la loi sur le code électoral, sur l'ARAC, et puis aussi sur d'autres dispositions. Et vous, quel est aujourd'hui votre pressentiment? Est-ce que vous estimez que la loi, par exemple, sur le code électoral, notamment qui va permettre désormais au ministre de l'administration du territoire de désigner les chefs de quartier... Bah, ça a changé depuis hier. Oui, oui. Ouais. Vous, Est-ce qu'il y a une tendance à la caporalisation de toutes les Avant de me institutions? prononcer sur cette question, vous allez me donner le temps nécessaire de fouiller, de comprendre vraiment de quoi il s'agit, parce que je n'ai pas pris assez de temps Bien. pour vérifier de quoi il s'agit pour me prononcer là-dessus. Allez-y, Donc Antoine. mon opinion peut venir certainement après. Allez-y, Antoine. Il y a déjà quelques acteurs politiques qui se prononcent sur les présidentielles à venir, notamment Ousmane Kaba qui est prêt à aller aux élections avec ou sans Alpha Condé, également l'ancienne ministre des Affaires étrangères. Dites-nous quelle appréciation vous faites déjà de ces annonces de candidature de quelques acteurs politiques. Est-ce que lui-même il serait intéressé éventuellement, est-ce que Mori Kaba éventuellement serait candidat à l'élection présidentielle? Bon, ce que j'ai envie de dire relativement à Dr Ousmane Kaba, je pense que d'abord la loi nous consacre la liberté d'opinion. C'est une opinion à lui qui le permet de dire qu'il sera candidat ou pas. Cela n'engage que lui et son Oui, mais avec parti ou sans Alpha Condé, C'est ce que quelqu'un je dis, qui a c'est son été opinion à lui. en première ligne du combat C'est contre son- la c'est nouvelle son constitution, opinion, c'est son la opinion. même nouvelle constitution C'est ce que je et le dis. troisième mandat, la même nouvelle constitution son opinion à lui. qui autorise à Alpha Condé de C'est- se représenter. C'est ce que je dis, c'est son opinion à lui. Respectez son opinion et puis allons-y comme ça. Mais au moment venu, pour répondre à la question de Mohamed Maras, que je viens de dire tout à l'heure, nous avons mis une coalition en place. Cette coalition, c'est l'Alliance nationale des patriotes qui va fédérer beaucoup de formations politiques. Et chaque formation politique va présenter certainement des candidats. Non, pour Les l'instant- grandes gueules. pour De l'instant, cette ANP-là. pour l'instant, Oui. moi je fais une annonce. Vous savez, la politique, c'est la Oui, mais scène qui en est le d'appréciation. leader Non, à ce ce stade? que je dis, pour l'instant, il n'y Oui. a pas de leader fondamental parce que nous sommes en train de mettre tout le mécanisme qu'il faille pour... Quand vous essayer dites nous d'avancer. sommes, agréé? quand vous dites nous sommes, Non, Le je parti dis, bien, agréé? je dis très bien des partis politiques. c'est une alliance. C'est Donc une c'est une alliance de des partis formations politiques. politiques. Alors quand vous Chaque dites, parti quand vous dites politique Monsieur va présenter- Mori Kaba, quand vous dites nous sommes, Oui, vous parlez de qui? c'est ce Quels que sont je les dis. partis qui composent Il y a cette vous et ANP-là? Non, pour l'instant, Oui. permettez-moi de rester un peu dans ce secret. D'accord. Alors, L'énigme Alors, persiste on bien. va continuer cette interview. Est-ce que vous croyez à une véritable alternance à l'issue donc de la présidentielle à venir? Est-ce que vous ne pensez pas aussi qu'une candidature unique, par exemple, de l'opposition guinéenne pourrait être la solution finalement? Pour arriver à cette Moi, à une je crois éventuelle fermement, alternance. Je dors avec, je me lève avec chaque matin qu'il aura. Vous croyez à une alternance Oui, en je crois à 2020? une alternance. Il faut une alternance, obligatoirement. Oui, mais Regardez, comment y arriver? Voilà, C'est comment ça y la arriver, question. c'est ce Comment que y j'ai- arriver? c'est ce que Basseko posait la question. c'est ce que j'ai dit. Est-ce que Il cela, faut conscientiser les cela peut populations. passer par une candidature unique de l'opposition? De l'opposition, quelle opposition? Toute l'opposition. Toute l'opposition, est-ce qu'on va s'entendre? C'est là le problème. Parce Mais est-ce qu'il que y a vous des pensez centristes. que si il arrivait que l'opposition vienne à s'entendre sur un nom, sur un ticket, donc qui va être son candidat à cette élection présidentielle, c'est possible que... C'est pas possible déjà. C'est Il y en possible. a qui se sont déjà déclarés candidats.
Bien. C'est que l'option n'est plus à l'examen. Mais lui, c'est vrai ce que vous dites. Oui, Voilà. mais C'est lui, vrai. moi je voudrais qu'il réponde Les à cette grandes question. gueules. Est-ce que vous irez à une élection présidentielle à laquelle, par exemple, le président Alpha Condé décidait de se représenter? C'est ce que je dis. Je disais tout à l'heure que donnez-nous le temps. Le temps va venir. Réservons et cette question en joker pour la partie oui ou non. Voilà, on verra bien. 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 Peut-être on va peut-être évoluer avec Allons-y sur les l'enseignement en commentaires. Guinée, si vous Allez-y, permettez. Basseko. Monsieur Kaba, on sait que le système éducatif en Guinée ne se porte pas très bien, on va le dire, avec les grèves à répétition. Il y a la qualité de l'enseignement donné qui est discutable. Aujourd'hui, quel est votre regard sur le système éducatif donc, qui est mis en place et quelles solutions pour porter très haut l'enseignement, Pour améliorer qui est la donné, qualité de pour améliorer l'enseignement la qualité de l'enseignement en Guinée. D'abord, pour améliorer la qualité de l'enseignement en Guinée, il faudrait que nous prenions toutes les mesures. On imagine que vous avez quand même des idées là-dessus dans votre projet de société, si Oui, vous en avez. des très grandes idées, mais je ne peux pas les étaler tous ici. Vous savez, c'est un document assez volumineux. Mais ce que je sais, il faut consacrer une bonne partie du budget national à l'enseignement et à la santé, fondamentalement, si nous voulons vraiment qu'aujourd'hui les choses changent. Parce que quand vous regardez aussi la prolifération des écoles publiques et les écoles privées, cela cause d'énormes difficultés aujourd'hui à la qualité de l'enseignement. Parce que tout le monde crée des écoles, les maîtres qui vont enseigner n'ont pas le profil nécessaire qu'il faille. Et puis au-delà aussi de cela, les enseignants font passer les enfants aux classes supérieures tout simplement parce qu'ils veulent qu'ils aient l'appréciation de leur fondateur. Oui, mais le fondateur aussi de l'autre côté veut Kaba, aussi avoir... Donc c'est du business. Oui, mais monsieur Kaba, je voulais vous arrêter. Là, Est-ce que vous ne pensez pas que cette prolifération des écoles privées n'est pas finalement la conséquence de l'insuffisance d'écoles publiques aujourd'hui en Guinée qui fait que les gens sont... L'État n'investit pas. L'État n'investit pas assez dans... C'est ce que je dis, c'est une irresponsabilité de l'État. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi Donc il faut accroître le budget, le budget de l'éducation. Tout à l'heure là, parce que bon, j'aurais bien voulu qu'on aille d'abord en amont, parce que vous avez déjà ressorti tout à l'heure là quand vous m'invitiez sur les questions économiques. On allait dégager beaucoup d'aspects qui allaient ressortir l'enseignement. Est-ce que vous comprenez? Et la santé également. Parce qu'il faudrait d'abord toucher fondamental. Parce que si vous n'avez pas les moyens nécessaires pour essayer de venir en aide vers la santé, l'éducation et l'alphabétisation, vous aurez toujours des difficultés. Alors, donc, puisque vous parlez d'économie, hein, on sait très bien, on va y aller. L'économie guinéenne, aussi bien que les économies de tous les pays du monde, sont frappées par la pandémie du Covid-19. Dites-nous, comment peut-on quantifier, mesurer les conséquences de cette pandémie sur nos économies assez fragiles déjà de par le passé, et quelles perspectives de relance économique post-Covid pour la Guinée et pour l'Afrique?